Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de Good Morning Toulouse. Alors pour un nouvel épisode d'Odyssée, Simon m'a briefé bien sûr, nous sommes à l'épisode 8, 9, j'ai failli rater, 9 de la saison 4, mais tout de suite, générique. Alors ce soir, je suis toujours accompagné bien sûr de mon fidèle et loyal comparse, Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Thomas, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission ce soir, j'ai beaucoup de chance, j'en suis très heureux. Ah, c'est notre émission, mais je me l'approprie doucement, le calife à la place du calife. J'ai bien compris. Et ce soir, nous sommes avec un invité de marque, un invité exceptionnel qui nous fait le plaisir de sa présence. Vous avez pu être teasé par son portrait qui a dû sortir avant l'émission. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous. Alors Nicolas Capet, CEO de Anywaves, l'entreprise toulousaine qui produit les meilleures antennes du spatial. On peut le dire, on est un petit peu chauvin. On est un petit peu chauvin. Alors on va commencer, comme vous le savez, cette partie actualité. Je vais garder la parole, parce qu'on va parler de trous noirs. Alors un trou noir, tout de suite on voit le mystère, on voit la magie, on voit le rêve, on voit Interstellar pour ceux qui l'ont vu. Et bien tout récemment, il y a quelques semaines de ça, peut-être, selon quand nous diffuserons cet épisode, parce que nous sommes le 4 avril au moment de l'enregistrement, eh bien, une équipe de l'ESO, avec le télescope Event Horizon, a pris une photo, une nouvelle magnifique photo de Sagittarius A, qui est un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Alors cette photo, elle est caractéristique parce qu'on a ces panaches de lumière, ces traits un petit peu striés. Le trou noir au centre de notre galaxie, les scientifiques auraient trouvé grâce à cette photo, grâce à ces études, qu'il aurait un champ magnétique extrêmement puissant qui pourrait être une valeur de base pour tous les trous noirs. Alors le champ magnétique, qu'est-ce que c'est rapidement ? Eh bien, c'est ce qui va influer sur la manière dont le trou noir va produire des jets de particules et dont il va aspirer la matière. Alors la matière, aussi bien que la lumière, c'est pour ça qu'on ne peut pas discerner ce qu'il y a à l'intérieur ou autour. C'est de son nom, un trou noir. Alors messieurs, autour de cette table, est-ce que vous aviez un petit peu suivi cette actualité ? Est-ce que vous aviez vu passer cette photo ? Ou même celle de Cathy Bowman, qui avait pris celle du centre de M87 ? Ou juste vous aviez vu Interstellar ? Ouais, alors celle de M87 bien sûr, je l'avais vu passer, mais celle-ci, celle de Sagittarius A, je m'y attendais pas. Je savais pas qu'elle était attendue. De toute façon, en général, ils nous annoncent que quelques jours avant la sortie d'une nouvelle image, et celle-ci est particulièrement bien détaillée et c'est impressionnant. On voit ce qu'on appelle l'horizon des événements, donc c'est la frontière du trou noir après quoi on ne voit plus rien, parce que comme tu l'as dit, ça aspire la lumière. Mais là, on voit donc ce disque rouge-orangé autour du trou noir et les effets, ce qu'on appelle spaghetti, qui sont donc les vagues de matière et d'ondes qui sont donc propagées, qui sont magnifiquement bien définies, et je trouve qu'elle est vachement poétique, parce que si vous regardez aujourd'hui la première image de M87, vous allez vous dire c'est quoi cette bouillie d'images, mais c'est déjà incroyable d'avoir pu imager un trou noir. C'était la première fois qu'on le faisait avec ce premier trou noir supermassif, et là celle-ci elle est juste incroyable. Vraiment tu te dis c'est de la science-fiction, t'as cité Interstellar, c'est ça, et c'est pas la réalité, et pourtant si, c'est bien un vrai trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Donc non, une image qui m'a époustouflé. Voilà, ouais, si comme tu l'as dit, c'est vraiment poétique. Il y a quelque chose de presque artistique, et en fait c'est là, c'est dans l'espace, c'est au centre de notre galaxie. Ça ne nous a pas aspiré. Il y a des raisons gravitationnelles, mais elles sont tout autres. Toi Nico, est-ce que tu l'avais vu passer cette photo du trou noir ? T'en avais vu d'autres peut-être ? Je l'avais vu passer très rapidement. C'est toujours assez époustouflant. Puis surtout, c'est difficile de s'imaginer la taille de l'objet, la taille de ce que c'est, la puissance de ces objets-là. Je sais pas, ça fait rêver. Et quelque part, c'est un symbole de destruction, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi qu'on est là et que notre galaxie se tient. Donc c'est un sentiment très particulier, parce que ça fait quand même peur, mine de rien, un trou noir, mais c'est magnifique en même temps. Donc ouais, moi j'avoue que cette image m'a beaucoup plu. Ça fait peur, mais finalement ce qui laisse rêveur aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe quand on passe dedans. Alors à part l'effet spaghetti qui est théorisé, qu'on serait écrasé et finalement compressé au maximum, mais on ne sait pas. On ne sait pas si ça mène vers ailleurs, si juste il ne se passe rien. Qui sait, c'est libre à la rêverie de chacun.
Écoutez, allez voir Interstellar et vous aurez une partie de la réponse peut-être. Eh bien, tout de suite, Simon, je vais te laisser la parole, puisque Ouais. tu vas nous parler justement d'une actualité très française, mais extrêmement positive pour le secteur spatial. Donc, je t'en prie, c'est à toi. Encore une fois, on va être très chauvin et on va par contre partir complètement sur un autre sujet, plutôt du côté de l'ingénierie spatiale. A été annoncé donc par notre président Emmanuel Macron lors de son déplacement en Guyane fin mars. Un financement assez exceptionnel des acteurs des micro-lanceurs français. C'est un secteur assez particulier qui sont donc des petites fusées qui servent à lancer de l'ordre de quelques centaines de kilos à 1 tonne 5 dans l'espace, qui est relativement peu comparativement à des fusées comme Ariane ou la Falcon 9 de SpaceX. Et donc Emmanuel Macron a annoncé un financement de 400 millions d'euros, ne serait-ce que ça, pour 4 entreprises françaises qui développent des micro-lanceurs, qui sont donc Hyperspace, Latitude, MySpace et Sirius Space. Et ces 400 millions d'euros, ce n'est pas un financement direct, c'est un achat, une promesse en tout cas d'achat de lancement test de ces différentes fusées. Le but, c'est d'influencer positivement la compétitivité très féroce dans ce secteur-là, avec notamment des lanceurs allemands comme ceux développés par Isar Aerospace ou RFA pour ne citer que. C'est un marché extrêmement concurrentiel, mais aussi incertain. On sait que beaucoup de ces acteurs qui se lancent aujourd'hui n'iront pas jusqu'au bout. On sait que dans les dizaines d'acteurs qu'il y a en Europe, il en restera peut-être que 2 ou 3 au final. Et pour comparer un petit peu à quelque chose qui existe déjà, dans le secteur spatial des fusées, on connaît pour beaucoup Rocket Lab, qui est un petit peu la tête de proue de ces micro-lanceurs, et ça qui marche très très bien depuis plusieurs années maintenant. Mais il faut savoir que Rocket Lab, aujourd'hui, en 2023, c'était 244 millions de chiffre d'affaires. On se dit plutôt pas mal, plutôt une belle performance, mais c'est aussi et surtout 182 millions de pertes en 2023. Donc, et ils annoncent que cet état déficitaire va continuer au moins plusieurs années avant d'arriver à la rentabilité. Donc est-ce que des entreprises, toutes les entreprises disons, pourront survivre à ce milieu? C'est pas sûr, mais en tout cas ce que veut faire l'État français via le plan de relance France 2030, c'est donc de financer ses premiers vols de test. Qui dit vol de test dit risque que le vol n'aille pas au bout. Donc bien entendu, le CNES, via l'État, ne mettra pas ses satellites les plus importants en haut des coiffes des lanceurs, mais en tout cas, il les soutient activement parce que c'est quand même quelque chose qui leur permettra de passer à un niveau supérieur. Et on cite par exemple Latitude qui souhaite envoyer, et Hyperspace d'ailleurs, c'est à peu près le même volume, mais entre 100 et 200 kg en orbite basse. Sirius Space, c'est plutôt 600 kg, là où MySpace, dont Ravel Chevrier, leur directeur de la communication, nous avait parlé rapidement, a augmenté très largement leur capacité. Ils passent à 1 tonne 5 tout simplement en orbite basse. Et non, ce financement, je pense que ça a donné une bonne respiration à beaucoup de ces startups qui avaient fait de belles levées de fonds, mais qui là voient beaucoup plus loin. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais aussi, cette annonce a permis d'avancer le fait que pour le président de la République, il voulait que Kourou devienne le grand aéroport spatial de l'Europe. Et là, c'est quand même autre chose, parce qu'il est vrai que toutes les fusées qu'on a citées là seront lancées en moins en partie de Kourou. Mais est-ce qu'on veut que ça devienne un aéroport spatial? C'est une autre question. Et je vous laisse sur ça. Moi, je suis d'accord, c'est une super nouvelle pour le spatial français, européen. On avait besoin justement clairement de réagir par rapport à ce qui est en train de se passer là-dessus, parce qu'il y a des difficultés côté Ariane sur les lanceurs historiques. Il y a eu les problèmes avec Soyouz, qu'on lançait aussi depuis Kourou, avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Et puis on n'avait pas de petits lanceurs. Et je pense que c'est un vrai virage aussi dans cette politique spatiale européenne, où maintenant, voilà, on accepte d'introduire cette compétition. Cette compétition, je pense, qui est nécessaire, qui est importante, parce que le spatial, c'est mondial, et donc on ne peut pas jouer en autarcie. Et il faut qu'en France et en Europe, on ait des capacités de lancement. Pour la petite anecdote, les Américains ont toujours refusé d'envoyer nos satellites à partir du moment où on n'avait pas de lanceur. Ils ont accepté de les envoyer le jour où on a eu la première Ariane. Donc en fait, si on veut pouvoir accéder à l'espace, il faut absolument qu'on soit souverain sur ces sujets-là. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis concernant Kourou, c'est clair c'est un spatioport qui a un avantage fabuleux du fait qu'il soit proche de l'équateur. Pour tout un tas de fusées, ça permet de consommer moins de carburant pour aller à un endroit donné. Et puis c'est une belle chance de dynamiser aussi tout l'écosystème économique de la Guyane, puisque ça va être source de création d'emplois. On a la chance aussi, nous, d'être quand même
très vigilants sur les aspects environnementaux, sécurité des populations, etc., etc. En tout cas, plus que certains qui sont un peu plus audacieux sur l'endroit et les sécurités qui sont mises en œuvre. Donc moi je pense que c'est une très bonne nouvelle tout ça. Ouais, comme vous l'avez dit, c'est un plan de financement, de soutien qui tombe à pic parce que Ariane peine à démarrer, en tout cas Ariane 6. Et puis, bon, on avait déjà vu que la politique française d'Emmanuel Macron avait un petit peu fait avancer notamment le secteur du New Space, puisqu'il y a quelques temps en arrière, on avait vu le CNES un petit peu en grève, puisque les aides étaient un petit peu plus équilibrées. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est vraiment une prise de décision, une mise en avant de certains acteurs. Donc je pense que oui, ça tombe à pic. Et comme tu l'as dit, Nicolas, Kourou, on croise les doigts que tout se passe bien avec l'arrivée de nouveaux acteurs, même si on a pu voir que par le passé, il y avait quand même eu des difficultés avec l'implantation de bases de lancement à Kourou, notamment pour la population. Mais en France, on a quand même cette force de faire les choses bien dans le spatial. Pour ne pas citer l'acteur en question, il y en a des bien plus gros qui n'hésitent pas à détruire tout sur leur chemin. Donc non, ça sent bon pour le spatial, c'est des choses positives, et je pense qu'on va tous rester bien attentifs à tout ça. Ouais, et puis, comme tu l'évoquais Nicolas tout à l'heure, on se base un peu plus sur le modèle américain. Les Américains font ça depuis très longtemps, de financer des entreprises pour qu'elles lancent ou qu'elles développent une partie de leur fusée au moins. Aujourd'hui, avec SpaceX, c'est leur fusée qu'ils utilisent pour lancer même des astronautes. Et donc là, on bascule un petit peu sur ce fonctionnement-là, sur, je trouve, un fonctionnement qui est plus sain de notre côté, qui est de dire, on croit en des petites entreprises, on finance leur lancement test, on ne devient pas dépendant d'eux, parce que même si Ariane 6 a pris ses 4 années de retard, certes, normalement Ariane 6 arrive cet été, en tout cas on l'espère, et donc du coup ça va être une sorte de complémentarité qui pour moi est vraiment intéressante, là où les États-Unis, certes ils ont le SLS, mais c'est un cas très particulier, mais en dehors de ça ils n'ont plus de fusée étatique, et nous c'est pas vraiment le cas, donc je trouve que le juste milieu trouvé par la France et l'Europe, pour moi est une bonne perspective pour l'avenir, là où les Américains, c'est vrai, tu le citais, quand nous on n'avait pas de lanceur, ils voulaient pas lancer, mais dès qu'on en a eu, ils ont dit on accepte de négocier avec vous. Mais là, les Américains bientôt finiront peut-être par ne plus avoir de lanceur commercial, hormis le SLS qui va lancer des humains, on l'espère jusqu'à la Lune. Mais voilà, donc ça va poser des questions qui, je pense, sont assez intéressantes. Et quoi qu'il en soit, c'est sûr que je suis très content de voir ces belles entreprises françaises aidées et accompagnées par le CNES et par l'État français. Avant de passer à notre point Space Culture qui va nous faire voyager encore un peu plus loin dans le spatial, Nicolas, est-ce que tu veux nous partager une petite actualité justement de Anyways, parce que la croissance est bonne, il se passe plein de choses, donc est-ce que tu veux partager un petit peu à nos auditeurs une des grandes réussites du moment? Nous, c'est vrai qu'on a une activité, une actualité assez dense. Allez, il y a deux éléments. Un qui est dans la continuité là, de ce dont on vient de discuter, puisqu'en effet, il y a ce grand plan d'investissement spatial en France, c'est une vraie chance, avec une dynamique même européenne bien plus large aussi qui est soutenue au niveau européen. Et nous, on a eu la chance aussi d'être lauréat sur donc un appel à projet sur les constellations France 2030, en particulier pour pouvoir développer des antennes de nouvelle génération, où on va venir intégrer de l'électronique derrière pour des sujets de navigation, pour rapatrier de la donnée depuis les satellites sur Terre avec des antennes beaucoup plus intelligentes. Et ça, on va le faire aussi en partenariat avec une autre entreprise, une jeune pousse implantée en France, qui développe des solutions logicielles pour toutes les phases d'assemblage, d'intégration, de tests d'équipements spatiaux. Et ça, c'est un vrai levier, une vraie mutation industrielle aussi qu'on est en train de mettre en place dans tout notre tissu de manière globale pour être plus compétitif, parce que les outils digitaux nous aident à être plus compétitifs, à produire de manière plus qualitative, plus vite, et surtout en plus qui permettent à toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux-là de se concentrer sur les sujets à très forte valeur ajoutée, là où aujourd'hui y a pas les machines ne peuvent pas avoir l'intelligence humaine qu'on va amener. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est aussi une belle perspective sur notre développement en tant qu'industriel, parce qu'on voit qu'on a des volumes, des cadences de production qui sont de plus en plus importantes, parce que nos produits trouvent
trouvent leur place sur les satellites et convainc les acteurs du spatial. Donc ça, c'est super. Et puis, une autre bonne nouvelle, d'ailleurs, qui est la démonstration que je pense qu'on fait pas mal notre métier, c'est qu'on a eu la chance d'aller à un gros salon satellite à Washington, gros salon du spatial aux États-Unis. Et on a eu la chance d'être récompensé par Maxar, à qui on avait fourni un certain nombre de nos antennes. Dans les best suppliers, on est le seul supplier européen qui a été récompensé par cette société, parce qu'on a livré en heure, en qualité, impeccable. Donc c'est une grande fierté, très belle reconnaissance, en tout cas voilà, d'un acteur particulièrement exigeant. Et puis on espère encore en avoir plein. Quand on disait meilleur créateur d'antenne, en fait, on ne s'avançait peut-être pas tant que ça. Non, en effet, puis c'est comme tu dis, c'est dans cette lancée un petit peu de soutien à la France, on voit qu'on a des acteurs français, des acteurs européens qui performent à l'international, qui performent sur le marché américain, qui est quand même un marché qui est très en avance, qui est extrêmement exigeant. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour le New Space français et qui montre que on est là, quoi. Non, mais complètement, parce que de toute façon, moi, c'était une des grandes réflexions que j'avais à l'époque, quand j'étais au CNES, et que je voyais qu'on était en train de... On suivait pas le mouvement, il y avait un risque de décrochage. Souvent, on disait oui, mais les budgets américains, on peut pas lutter, etc., etc. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, parce qu'on a quand même un savoir-faire, un tissu industriel, même des formations dans les écoles en France, en Europe, qui sont absolument fabuleuses. Et d'ailleurs, la plupart de ces grands acteurs américains essaient d'attirer un maximum d'Européens parce qu'ils savent qu'on est très, très bons. On a des très belles choses à faire. Il y a des sujets où on peut s'améliorer. On n'est pas les meilleurs pour faire du business, ça c'est clair. Mais par contre, sur la partie technologique industrielle, on a des choses à faire valoir qui sont absolument remarquables. Et moi, c'est avec cette grande conviction que on est clairement à notre place à jouer la compétition mondiale et qu'il ne faut absolument pas baisser les bras. Ce n'est pas qu'une question d'euros. La technologie spatiale, c'est pas qu'une question d'euros. Et puis d'ailleurs, on n'achète pas la même chose avec 1 euro en France ou 1 euro en Californie. Le coût de la vie, c'est pas le même non plus. Donc il faut un peu modérer les choses. Et on a des atouts, des qualités qui font que clairement, on peut prétendre à jouer cette compétition et il faut aller la jouer. C'est absolument nécessaire. Et puis, on arrivera à la place où on arrivera, on se battra et année après année, on va continuer à avancer et faire en sorte que on reste dans les meilleurs au niveau du spatial. Et comme tu l'as dit avec ces actualités dont tu nous as parlé aussi, ce qui est vachement fort dans le New Space français et européen, c'est que c'est des collaborations aussi. On le voit beaucoup comme quelque chose de compartimenté, segmenté, mais en fait pas tant que ça. Au départ, bien sûr, les entreprises doivent trouver leur angle, leur positionnement pour se démarquer, mais après le but c'est aussi de collaborer pour pouvoir entre guillemets rivaliser avec d'autres acteurs parfois beaucoup plus installés. Et c'est là où je pense que le New Space et ce qu'on appelle aussi le Old Space sont complémentaires entre eux et au sein même d'une communauté spatiale. Et je pense que là-dessus, en France, on a réussi à prendre peut-être le tournant assez tôt pour que ça fonctionne aujourd'hui, de se dire on va travailler ensemble sur un projet global, là où d'autres peut-être se tirent un peu dans les pattes parce qu'il y a des choses qui se lancent et qui sont très très concurrentielles dès les premières années. Donc franchement, là-dessus, c'est des belles perspectives aussi, encore une fois, pour l'avenir de l'Europe spatiale. Non, complètement. Et puis là-dessus, les mentalités, moi je vois entre l'année où on a créé Anyway, on faisait partie des premières startups qui se lançaient dans le spatial. On était vus un peu comme des fous en se disant que c'était pas possible, etc. Et puis on était regardés un peu bizarrement par les acteurs traditionnels parce que oui, le spatial c'est dur, c'est quand même assez compliqué. Mais là, les mentalités ont complètement évolué. On travaille, toutes les startups que je vois discutent, collaborent de plus en plus avec les acteurs traditionnels. Parce qu'en fait, on leur amène de la compétitivité. Eux, ça leur permet aussi de se recentrer sur là où ils ont le plus de valeur ajoutée, d'aller tirer parti, nous, finalement, des bons produits plus compétitifs qu'on est capable de leur proposer. Et en fait, en s'associant, on est capable d'aller gagner des marchés au niveau mondial. Et ça, et d'ailleurs, même le CNES aussi a énormément évolué dans sa mentalité, les gouvernements, l'ESA, la Commission européenne, la dynamique est enclenchée, il y a des moyens qui ont été mis sur la table, ils commencent à être mis en œuvre, on l'a cité là avec l'exemple des lanceurs, c'est des très très bonnes nouvelles, on est en train de réagir, on n'est pas forcément en avance, mais on a vraiment toutes les qualités, il y a une vraie volonté politique au niveau européen pour rattraper ce retard, et moi je suis convaincu qu'on va le faire.
Et bien sur ces très très belles perspectives, et on te rejoint tout à fait sur ce bel élan qu'a la France et qu'ont les entreprises françaises, je vous propose un petit point space culture, une petite pause pour voyager dans le spatial parmi les étoiles et sur des dimensions bien plus petites. Puisque un groupe qui peut être obscur pour certains, qui s'appelle Moon Hooch, porté par 2 saxophonistes un peu fous et un batteur plutôt déjanté, mais moi je les adore, ont collaboré avec Tonio Sagan. Tonio Sagan, je ne sais pas. Aucun lien malheureusement avec un des pères de l'astrophysique comme on la connaît. Euh, Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'ils ont commencé en s'inspirant d'un discours, d'une parole de Anne Druyan. Anne Druyan, c'est la maman de Cosmos, un livre, une série aussi qui a été tiré des travaux de Carl Sagan, d'où le lien. Et donc, je vais vous laisser découvrir ce petit morceau. On revient tout de suite et on en discute. Sometimes at night, I imagine myself to be a photon, traveling alone since the beginning of time. But not lonely, because I have always been entangled with another. Somewhere, I know not where, moving as fast as I am, so far apart, but linked seemingly forever in the way we spin. Until suddenly, without warning, after nearly 14 billion years of our dance, it's over because somebody, somewhere, noticed. Somewhere, 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 somewhere. C'était Quantum Love Story de Moon Hooch avec Tonio Sagan et la voix de Anne Druyan. Alors moi j'adore, ça me berce, je suis à la recherche de plus de sons comme ça parce que le sax c'est génial, déjà il faut le dire. Et puis parce qu'un petit peu de spatial, d'inspiration spatiale, moi je trouve que ça se ressent. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, moi j'ai beaucoup aimé, je connaissais le groupe pour leur live dans le métro new-yorkais que j'avais découvert il y a quelques années mais j'avais pas trop suivi leur actualité et je suis très content de découvrir qu'ils font de la musique originale aussi, alors ils en faisaient déjà mais de grosses live sessions jam un petit peu dans le métro, mais là des petits morceaux comme ça hyper bien pensés, moi je trouve que c'est très prenant, c'est spatialement atmosphérique disons, donc ça passe très bien dans le thème de l'émission je trouve, mais j'ai cru comprendre qu'on avait un fan aussi de saxo avec nous ce soir, donc toi Nico, qu'est-ce que tu as ressenti à l'écoute de ce morceau? Très belle découverte parce que ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai parlé des virus pro, les antennes et le spatial, mais après j'ai un autre virus, c'est qu'en effet je fais aussi du saxophone
pour faire voyager l'esprit. Et j'adore ces sonorités-là, avec en plus des colorations un peu qui font penser à certains morceaux des années 70, là, que j'aime beaucoup. Donc top, très belle découverte, merci messieurs. Bravo Thomas, tu as très bien choisi ton morceau pour ce soir. Avec plaisir, c'était pas du tout calculé. Et en plus, je m'avance peut-être en disant que c'était les précurseurs, mais Moonwooch, c'est les premiers que j'ai vus à foutre des cônes de chantier dans les sax. Et moi, j'adore l'image, ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait, ça fait un son qui est fou. Alors, je suis pas sûr que là soit le cas, mais je vous invite à aller les découvrir, à aller voir ça parce que ça vaut le coup d'œil. Tout de suite, on va se lancer, comme vous le savez si bien, dans notre seconde partie d'émission, ou troisième, en comptant le point Space Culture. Et on va parler du New Space, bien évidemment, avec notre expert ici présent ce soir. Et on va, allez, pour le titrer, le New Space des débuts à aujourd'hui à travers l'histoire d'Anyways. L'idée, c'est un petit peu qu'on redécouvre les bases du New Space, parce que nous, avec Simon, nous n'y étions pas. Mais toi, Nicolas, tu y étais, tu l'as vécu, tu as vécu l'essor du New Space, tu as vécu un petit peu toutes les grandes étapes, et aujourd'hui, tu es bien implanté dedans, à travers tes différents rôles, puisqu'on n'en a pas non plus parlé, au Club Galaxy, aux Assises du New Space, dans plein de groupements. Donc voilà, on se dit que ça pouvait être très très intéressant, et je vais démarrer avec une première question que tu nous as rapidement évoquée, et aussi en off. Comment c'était les débuts d'Anyways, les débuts du New Space, quand tu as quitté le CNES, cette agence historique, quand quelques acteurs autour de toi vous êtes lancés sur ce nouveau milieu? Alors c'était un peu compliqué parce qu'en fait ce qui s'était passé c'est que le New Space en fait il y avait déjà eu des idées et des essais qui avaient été faits avant historiquement, des projets de constellation, il y avait eu des études sur des concepts de lanceurs réutilisables etc., notamment dans les années 80. Il y en a pas mal qui avaient pensé à ce type d'application. Mais les programmes, les investissements, les essais qui avaient été faits là-dessus n'avaient pas porté leurs fruits parce qu'on n'avait pas trouvé le modèle économique, l'usage qui allait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, quand un petit peu ça a commencé à s'activer, en particulier côté États-Unis, notamment avec SpaceX, son projet de lanceur réutilisable, etc. Au début, j'en étais un peu circonspect, avec de sérieux doutes sur déjà, techniquement sa capacité à le faire, et puis deux, l'intérêt économique de faire tout ça. Un certain nombre de railleries, bref, assez peu de choses. Et puis souvent en disant, mais non, mais tout ça, on l'a regardé dans les années 80, ça marche pas. Bon, sauf qu'on était quand même un petit peu 30 ans plus tard. Dans les années 80, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tout un tas de choses. Les technologies ont un petit peu évolué, les moyens industriels avaient un petit peu évolué aussi. Et donc, moi, clairement, à ce moment-là, je me suis dit, non mais on ne peut pas tirer d'un trait cette perspective-là. Il faut à minima se re-questionner sur est-ce que cette fois-ci cette notion de time to market, cette notion de rentabilité économique grâce aux technologies et à tout le savoir-faire industriel qu'on a pu développer dans plein d'autres domaines finalement ne permet pas en effet cette fois-ci de rendre ces modèles-là particulièrement intéressants. Et je me souviens parce que c'était même à l'époque encore où ça discutait beaucoup entre la France et l'Allemagne pour signer Ariane 6. Et donc il y avait des débats, à chaque fois on n'était jamais d'accord, qui prenait quoi, qui finançait quoi, etc., etc. Ça traînait. Jusqu'au jour où il a posé son premier étage de lanceur. Dans les 6 mois qu'on suivit, on a tous signé en disant là, on va peut-être plus rigoler, il est en train de se passer un truc. Ce qu'on pensait qu'il n'arriverait jamais, en fait, il est en train de le faire. Donc maintenant, on arrête les conneries, si je puis me permettre. On se met d'accord et on développe Ariane 6 parce que là, on a pris un peu trop de retard à discuter. Et puis après, il y a eu tous ces projets de constellation, ces premiers acteurs qui ont commencé à sortir. Beaucoup d'incertitudes, et c'est normal, parce qu'en effet, il y a eu tout un tas d'épisodes avant qui n'avaient pas marché. Mais encore une fois, moi, c'est avec cette conviction que là, il était en train de se passer quelque chose, que de toute façon, en mettant un peu au goût du jour ce qui avait été fait
avec nos nouvelles technos, avec des nouvelles approches, en ayant appris aussi de pourquoi on n'avait pas réussi à l'époque dans les années 80 sur différents sujets, ça devenait possible. Et puis surtout, le fait que ça venait compléter notre usage du spatial historique. Et puis encore une fois, que si nous, on n'était pas en capacité de prendre ce virage-là, hein, c'est comme il y a eu Internet et Internet 2.0, c'est des virages qui sont absolument majeurs. Si on les loupe, on décroche et c'est fini, on revient plus. Donc voilà, c'est là où décider de dire nos acteurs industriels n'ont pas l'air de trop prendre le pas. J'en discutais avec un certain nombre, mais c'était compliqué. En tout cas, ils n'avaient pas le goût du risque de se lancer dans cette aventure périlleuse et ce qui se respecte complètement, hein, parce que ça reste, à l'époque, c'était très très risqué. Et donc on a fait partie de ces premiers fous qui ont dit nous, on va être un acteur là, de nouvelle génération qui partent de rien et qui allons proposer, nous en l'occurrence, des équipements, des antennes pour les satellites, mais il y en a d'autres, c'est des services, il y en a d'autres, c'est des satellites, il y en a d'autres, c'est de l'aval, de l'usage, plein d'acteurs, des lanceurs, etc. etc. Et finalement, parce qu'il y a la question du New Space, là. Qu'est-ce que c'est le New Space ? Il y a eu plein de définitions. Il y en a qui disaient on s'en fout de la qualité, on verra bien, ça coûte pas cher, machin. Bon, ça, j'y crois pas trop. Puis surtout qu'il faut un peu préserver nos orbites, notre espace. Il ne s'agit pas de mettre des objets morts là-haut. Les acteurs traditionnels qui étaient un peu mal à l'aise quelque part sur ce sujet-là, parce que c'était des manières, en tout cas surtout chez certains nouveaux acteurs très très agressifs, c'était des façons de faire qui n'étaient pas envisageables. Et puis finalement, des choses qui se rationalisent, parce que le spatial, ça reste dur. Des gens qui achètent un satellite, qui veulent l'utiliser, faut qu'il soit fiable, hein. Il faut aussi qu'on préserve ensemble nos orbites pour pouvoir mettre des satellites et puis les utiliser à bon escient. Il y a tous ces sujets-là. Et finalement, alors c'est peut-être là où je reviens un peu à mes études, mais je me suis dit, mais on est dans un domaine où il faut être extrêmement qualitatif, où on ne peut pas se permettre de défaillance quelque part, parce que sinon on met des détritus en orbite, et on ne peut pas aujourd'hui nettoyer ces détritus-là, on ne sait pas le faire. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué, puis ça va coûter bien cher. Et finalement, quels sont les autres domaines où il y a eu cette étape-là ? Et là, je me suis rappelé l'aviation civile, parce que l'aviation civile, en termes de qualité, de fiabilité, d'exigence, on est quand même à l'état de l'art. En termes de volume, on est sur des milliers, des dizaines de milliers de pièces aéronautiques critiques qui sont produites. Et puis, par contre, des aspects beaucoup plus compétitifs qui sont en place. Et finalement, de manière assez simple, en continuant dans ce parallèle, dans cette analogie avec ce qui était fait. J'ai regardé aussi le côté automobile, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau de fiabilité des voitures, mais c'est hallucinant. Et ils en produisent des millions par an. Enfin, c'est juste fou. Mais je me suis dit, mais en fait, on est juste en train de sortir de l'artisanat. C'est-à-dire que le spatial, c'était des bijoux technologiques, notamment avec les gros satellites géostationnaires, à chaque fois qui étaient de nouvelle génération, mais qui prenaient 10-15 ans, on va dire, à développer les nouvelles technos, à produire et puis à lancer, qu'on utilise derrière pendant 15-20 ans aussi en orbite. Donc et là, on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus volumique, parce qu'une constellation, il faut mettre plein de petits satellites. Ils durent un petit peu moins longtemps aussi en orbite, mais pour autant, il y a cette exigence de qualité. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste qu'on va franchir le cap. Le spatial va devenir industriel, avec des vraies logiques industrielles en termes de production, avec aussi de la définition de produits sur étagère. Donc nous, ce qu'on a apporté, des produits standards qu'on peut réutiliser. Donc on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents à chaque fois pour chaque satellite, développer des nouvelles technos, investir dans de la R&D, requalifier des équipements, etc. Et en fait, avec cette logique-là, c'est avec cette philosophie-là nous qu'on s'est développé, en s'inspirant des méthodologies, du savoir-faire et des bonnes pratiques industrielles, en se disant il faut qu'on propose des bons produits sur étagère. Et là, rapidement, on est capable de produire en volume avec des prix beaucoup plus compétitifs, sans sacrifier la qualité et la fiabilité. Et en fait, pour moi, c'est ça, le New Space, c'est quoi ? C'est un spatial qui devient industriel. Et tu l'as évoqué un petit peu dans ta réponse en donnant deux axes un peu différents, je trouve. Mais est-ce que selon toi, le New Space, ça peut uniquement
se résumer à l'abaissement des coûts d'accès à l'espace dans sa globalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre identité et une autre façon de penser, tu l'as dit avec le côté industrialisation, mais aussi de penser la manière de faire le spatial, pas avec des grosses entités qui gèrent tout de A à Z, mais plutôt un ensemble d'acteurs et d'actrices qui vont se complémenter et travailler ensemble. On l'a évoqué un petit peu dans la première partie, mais très souvent le New Space est présenté comme une manière de baisser les coûts du spatial. Mais est-ce que ça se résume uniquement à ça ? Alors en fait, baisser les coûts, c'est la conséquence de passer à quelque chose d'un peu plus industriel. Forcément, si on fait une robe de haute couture, ça vaut une fortune, c'est inaccessible. Mais dès lors qu'on commence à faire quelques modèles pour les commercialiser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, en fait, c'est simplement le volume qui fait que ça va réduire les coûts. De manière très très naturelle, parce qu'en plus, on est capable d'optimiser notre manière de produire. Enfin, ça coûte naturellement beaucoup moins cher. Donc, oui, évidemment, on met souvent en avant l'image d'un spatial bas coût, enfin, en tout cas moins onéreux, mais ça, c'est lié aux bénéfices qu'on va avoir par l'industrialisation, tout en maintenant des niveaux de qualité extrêmement élevés. Et c'est pour ça qu'au début, ça a été assez compliqué, parce que le New Space était taxé enfin en tout cas, et parce qu'il y en a qui ont eu cette approche-là, de low cost, vraiment, mais low cost au sens bas de gamme, du cheap. Et ça, non, c'est pas ça qui va faire le New Space, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Tous ces nouveaux acteurs qui étaient au début extrêmement agressifs, extrêmement cheap, quelque part, ils sont tous en train de monter en gamme. Parce qu'ils ont des problèmes de fiabilité, parce que le marché il a besoin qu'un satellite, on puisse l'utiliser un peu plus que 6 mois en orbite, parce que tout un tas de sujets, ne serait-ce que pour être viable économiquement, non seulement pour le projet en question, puis même à plus long terme, pour ne pas aller mettre des débris partout en orbite. Toutes les organisations aussi internationales sont en train de mettre à jour leur loi des opérations spatiales aussi pour exiger de l'ensemble de ces acteurs un certain nombre de règles et de pratiques de bonne gestion, notamment pour désorbiter les satellites et ne pas générer de nouveaux débris. Donc en fait, le niveau de qualité, il n'est pas en train de baisser. C'est ce qu'on a cru au début. C'était en plus un argument un peu choc de ces nouveaux rentrants pour quelque part se différencier des acteurs industriels, mais ils sont tous en train de monter en gamme. Et par contre, c'est ce vrai virage industriel qui permet d'aller plus vite, parce qu'en fait, on utilise des produits sur étagère, donc on n'a pas besoin de redévelopper des technos qui prenaient beaucoup de temps, de les requalifier, machin, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc on peut aller beaucoup plus vite dans l'émission. Et puis, il y a aussi quelque part un changement d'état d'esprit où... Avant, on faisait quelques satellites qui étaient vraiment des bijoux technologiques. Donc, quand on allait affiner le pouillem de performance, c'était des Ferrari, enfin, c'était des voitures de course, des Formule 1. Aujourd'hui, on est plus sur faire des très bonnes voitures, donc des très bons satellites, qui vont très bien fonctionner. Peut-être qu'on pourra aller chercher un petit peu plus en termes de performance, mais en fait, en utilisant déjà ce qu'on a, ce qui est disponible, on peut faire des choses très bien, ouvrir de nouveaux services, apporter de nouvelles applications, de nouveaux usages, en étant beaucoup plus compétitif d'un point de vue coût, mais c'est pas pour ça que ça reste, c'est pas pour ça que ça devient cheap ou non qualitatif. En tout cas, dans les tendances moi que je vois aujourd'hui, c'est clairement celle-là. On l'a évoqué dans plusieurs émissions, le New Space c'est quand même une mouvance, une ère qui a évolué extrêmement vite. Je pense que ça tu peux en attester. Est-ce que pour toi, tu dirais que cette évolution, au-delà d'avoir aussi bouleversé le marché, bouleversé les acteurs antiques, a permis de rendre le spatial plus accessible. Alors plus accessible aux acteurs du marché, mais plus accessible aussi peut-être au grand public. Alors, sur la partie marché, oui, et on le voit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a autant de nouveaux entrants. D'ailleurs, ça peut être des opérateurs, des fabricants d'équipements, du service, tout ça. En s'appuyant justement sur tout le tissu industriel qui existe. Donc, tiens, si je prends un exemple, Loft Orbital, donc start-up créée, qui a une très belle levée de fonds, mais qui aujourd'hui, pour faire ses missions, achète des satellites à Airbus, viennent compléter ça avec leurs propositions de valeur. Et donc, en fait, on voit que c'est les jeunes et les anciens qui bossent ensemble et qui font en sorte qu'on va beaucoup plus vite et on le fait bien. En fait. Donc ça, ça rend les choses extrêmement dynamiques. Et de fait, ça rend aussi l'accès quelque part et c'est le cas d'ailleurs pour tout un tas de pays qui créent leurs agences spatiales, qui lancent des programmes spatiaux, qui n'ont pas forcément vocation à
créer tout un écosystème industriel, mais qui peuvent maintenant se doter avec des moyens tout à fait raisonnables de capacités propres, souveraines, pour tout un tas de leurs problématiques sociétales, économiques, etc. Donc oui, ça a abaissé vraiment, c'est plus accessible, ça reste compliqué, hein, ça reste quand même des sujets où il y a des belles barrières à l'entrée, parce que techniques, parce que financières, parce que time to market, parce que plein de choses. Mais ça a clairement abaissé ça. Et puis sur la partie grand public, alors ça, après, qu'on l'aime ou pas, parce que c'est un peu il y a des bénéfices et puis il y a des choses un peu plus inquiétantes, mais c'est vrai que là-dessus SpaceX a joué un rôle absolument fabuleux. Un lancement de SpaceX aujourd'hui, c'est un spectacle regardé par énormément de personnes. On le voit encore là, avec les prochains essais côté Starship. Et clairement, moi j'ai vu quelque part une génération, une population qui s'est mis à relever les yeux vers les étoiles et à se dire mais en fait il y a encore des choses à faire, on a encore des choses à explorer, il y a encore plein de perspectives à regarder les étoiles, à aller dans l'espace. Et ouais, ça, il y a une vraie lame de fond. Je pense qu'il y a aussi plein de médias divers et variés qui ont commencé aussi à reparler de spatial, de ce qui est en train de s'y passer, parce que c'est des enjeux de souveraineté économique, des emplois, des nouvelles applications, des nouveaux usages. Ça fait partie de notre avenir. En tout cas, ça va être une des briques, un des outils qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour construire notre avenir commun. Et ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a aussi Thomas Pesquet qui a aussi beaucoup contribué à réattirer aussi la jeunesse, regarder les yeux au ciel et à se dire peut-être que moi un jour aussi je pourrais bosser dans le spatial, peut-être même aller dans l'espace, et c'est très bien parce que c'est cette volonté là qui est le moteur de tout et qui va nous aider ensemble à aller proposer tout ce qui est possible en fait en utilisant le spatial. Et on a beaucoup parlé donc des capacités et des forces du New Space dans notre échange aujourd'hui. Mais toi, avec ton recul, selon toi, quelles sont les faiblesses ou en tout cas les lacunes à combler du New Space dans son ensemble, ou en tout cas des startups du New Space? Qu'est-ce qui reste à améliorer, à créer peut-être? Quels sont un petit peu les points d'amélioration qui sont encore visibles? Alors là c'est quand même une question difficile, puis surtout je prétendrai pas avoir une réponse ou un conseil universel sur tout ça. Non, je pense que moi un de mes combats, c'est clairement qu'on construise ensemble un espace durable. Donc ce côté low cost, cheap, ça marche pas, je m'en fous, ça pour moi ça c'est pas acceptable. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut qu'on ait cette exigence de qualité, de fiabilité, de sécurité, de bonne gestion de notre espace. Parce que de toute façon, on l'a vu déjà sur Terre, quand on fait des conneries, on a du mal à les réparer, alors qu'on peut plus facilement les réparer. Là-haut, ça va pas être pareil. Si on fait une connerie, ça va être beaucoup plus problématique et ça va impacter plusieurs générations derrière de manière assez profonde, assez durable. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Faut pas qu'on soit quelque part des cow-boys de l'espace. Il faut tout de suite qu'on prenne conscience de l'enjeu et de la gestion collective de ce qu'on doit faire. Et puis sur le New Space, justement, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y a plein d'idées. Alors, il y en aura des bonnes, il y en aura des mauvaises, mais il y en a plein. C'est hyper effervescent. Il y en a, on pensait qu'ils étaient voués à l'échec, qui sont en train de réussir. Inversement, il y en a d'autres, on avait la certitude que ça marcherait, ça se plante. Et en fait, c'est ça qui est assez génial. C'est difficile de prédire qui c'est qui va sortir son épingle du jeu. C'est vraiment sa capacité à s'adapter en temps réel, à faire les choses bien, à trouver ses clients, à convaincre de l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Et ça, là-dessus, j'ai envie de dire bonne chance à tout le monde, parce que plus on aura d'acteurs, plus ça sera dynamique, plus on trouvera aussi des nouveaux usages rapidement, plus ça sera accessible à tout un tas de personnes, tout un tas de populations, tout un tas de pays, et ça sera, je pense, très bien. Oui, et tu l'as dit, en effet, le New Space, aujourd'hui, c'est aussi la liberté à plein d'acteurs différents de se lancer. Mais dans le cadre d'Anyways, comment est-ce que vous
positionnez ou vous positionnerez dans le cosme du New Space? Est-ce que tu t'imagines, vous vous imaginez comme en tête de proue, peut-être, du New Space, comme amenant des idées, amenant un élan, participant à ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu, parfois, encore aujourd'hui, et je parle au niveau international, tiré par des géants, pour ne toujours pas le citer, qui imposent aussi des idées, des points de force? Comment vous vous positionnerez? Alors, nous vraiment, enfin nous, notre rôle, c'est d'être un bon équipementier. Voilà, c'est notre manière d'apporter notre brique à l'édifice, notre maillon à cette chaîne du New Space. C'est on veut proposer des bonnes antennes pour tous les acteurs et toutes leurs applications, tous leurs satellites, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient quelques-uns. Peu importe, mais finalement rendre accessible cette technologie avec des bons équipements. Et ça, c'est vraiment notre mission. Et puis, nous, en fonction des tendances marché, de développer ces nouvelles antennes qui vont répondre aux besoins de ces acteurs-là. C'est notre manière, finalement, de démocratiser ce côté spatial, de le rendre plus accessible et puis de permettre davantage l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles missions, de nouveaux services, etc. etc. Nous, c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'inscrit. Et c'est là où, justement, nous, il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce que recherche finalement tout cet écosystème spatial, quels usages ils veulent en faire, de la navigation, des télécoms, de l'observation. Il y a plein d'applications. Et nous, notre métier, dès lors qu'il y aura des ondes radiofréquences, faudra qu'on amène le meilleur capteur au meilleur prix, dans les meilleurs délais. Et puis voilà. Pour ce qui sera sûrement ma dernière question de cette émission, ça va peut-être pas être une question facile encore une fois, mais pour toi, dans un contexte idéal, quelles seraient les réalisations ou les objectifs que tu aimerais atteindre d'ici 10 ou 20 ans avec Anywaves? Qu'est-ce que tu aimerais avoir réussi à faire d'ici 10 ou 20 ans? Alors, nous, on a une ambition, clairement, et puis une conviction, c'est on veut devenir un leader mondial sur justement nos antennes. Pour deux raisons, parce que de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des acteurs américains qui soient leaders mondiaux. Donc ça, on va se battre, on va y aller. On est compétiteurs, on est prêt à se lancer ce défi-là. Et puis aussi une raison assez pratique, c'est qu'aujourd'hui, le spatial, c'est un marché mondial. Et un acteur qui n'est pas capable d'exister au niveau mondial, je pense, demain ne sera pas capable de survivre, parce qu'il se fera dépasser par des acteurs qui ont une emprise beaucoup plus forte. Donc oui, nous, on veut devenir un leader mondial, on veut être un des équipementiers antennes qui soit dans le top 3 dans 10 ans, au niveau du monde. On veut équiper un maximum de satellites, on veut au maximum gagner la confiance de nos clients, qui viennent nous voir et qu'on développe les solutions dont ils auront besoin aussi pour demain, pour après-demain, et qu'on soit le plus durable, le plus pérenne possible pour faire en sorte que l'essor du spatial prenne toute son ampleur dans les meilleures conditions possibles. Et nous, on est là pour ça. Donc ambitieux, mais réaliste, sur certains points. En tout Exactement. cas, je l'espère. Et c'est sur ces très belles ambitions qu'on va pouvoir venir à la fin de cette émission. Déjà, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir partagé tes passions, ta fibre et ta vocation pour le spatial et aussi pour les antennes, ça on l'aura bien compris. Et Anywaves, je pense, le fleurbon, la passion aussi, ça on peut le dire. Donc un grand merci. Et je te donne la parole, Simon, avant de te laisser le mot de la fin, Nico. Mais merci beaucoup encore une fois, Nicolas, aussi d'avoir partagé tes passions, donc le spatial, les antennes, mais aussi le saxophone. Et ça a été un beau pas de côté. Non, mais vraiment, c'était une très belle émission. J'avais beaucoup plus de questions à te poser et je pense que je te les poserai en off. Mais c'est vraiment ton point de vue et ton expérience et je pense très intéressante du point de vue du grand public aussi, de comment connaître le spatial du côté industriel ou en tout cas du côté New Space et de démystifier un petit peu ce secteur qui parfois a beaucoup d'a priori et j'étais très content de pouvoir te recevoir. On espère pouvoir s'organiser de nouvelles émissions à l'avenir, mais en tout cas merci encore une fois d'être avec nous ce soir et puis voilà, je te laisse le mot de la fin, mais j'étais très content de pouvoir discuter de ces différents sujets avec toi. Un grand merci à vous en tout cas, merci de m'avoir permis de parler d'Anywaves et puis pour un mot de la fin, je dirais que maintenant il est l'heure de rendre l'antenne.